Bonjour, je vous remercie d'être ici pour parler d'info nuagique et particulièrement sur les aspects de sécurité de l'info nuagique. Mon travail chez IBM, c'est d'être un concepteur de systèmes exécutifs dans les nouvelles technologies. Concepteur de systèmes, tout simplement parce que le mot architecte est réservé au Québec. J'implante des nouvelles technologies chez les clients. Je conseille les clients sur comment éviter des écueils et comment matérialiser les bénéfices d'une nouvelle technologie. Et tout particulièrement, dans les dernières années, le travail est surtout en info nuagique. Ce que je ne suis pas, et je vais faire l'avertissement tout de suite, c'est que je ne suis pas un avocat. Donc, je ne parlerai pas des aspects légaux, je vais surtout me concentrer sur les aspects technologiques de l'info nuagique. Ce que je vous propose comme sujet de discussion, c'est commencer par qu'est-ce que l'info nuagique, juste pour faire un survol extrêmement rapide de l'info nuagique et des impacts sur la sécurité. Qu'est-ce que la sécurité et l'info nuagique? Donc, je commence par la gauche, je vais au centre, je commence par la droite, je vais au centre. Et enfin, où est la sécurité dans les nuages présentement et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Le nuage n'est pas une mode. Le nuage, présentement, est en très grande expansion. Ça a commencé par des entreprises comme Google, comme Amazon, qui avaient essentiellement des nuages internes, qui en ont vu les bénéfices et qui ont commencé à l'exporter vers le grand public. Il y a eu une deuxième vague, qui sont essentiellement les grands fournisseurs informatiques, IBM, Microsoft, Dell, Rackspace, et ainsi de suite, qui ont fait de l'info nuagique. Et tout dernièrement, on voit que les gens qui ne croyaient pas aux nuages sont entrés dans le marché, particulièrement Oracle, qui jusqu'à l'année passée ne voulait rien savoir des nuages, a dit dans leur grande convention que le nuage est quelque chose qui va être important pour eux. Le message ici est tout simplement, il n'est pas pensable d'éviter le nuage pour des raisons de sécurité. Il va falloir adapter et la sécurité et l'info nuagique aux besoins des entreprises. L'info nuagique, ce n'est pas réellement nouveau, technologiquement. L'info nuagique, c'est une architecture et une méthodologie. Mais technologiquement, c'est basé sur ce qui existait déjà, ce qui est basé sur la notion de partage de charge, la notion d'être capable de donner aux usagers le besoin au moment où est-ce qu'ils le voulaient, et enfin les grandes notions de virtualisation et de standardisation. Du point de vue sécurité, ça veut dire que technologiquement, il n'y a pas de contrainte à implanter sur la sécurité. Ce n'est pas des nouveaux CPU, ce n'est pas des nouveaux serveurs, ce n'est pas des nouveaux protocoles, ce n'est pas des nouveaux systèmes. Donc, technologiquement, il n'y a pas de contrainte. Mais, si on regarde c'est quoi le nuage, pour y aller rapidement, parce qu'il y a beaucoup de définitions du nuage, c'est essentiellement un système, une architecture, une méthodologie qui offre une consolidation et une standardisation à très grande échelle, avec les diminutions de coûts qui s'y rattachent. C'est essentiellement une infrastructure qui est extrêmement élastique, qui peut commencer par 2 serveurs et 15 minutes plus tard peut avoir 100 serveurs et encore 1 heure plus tard peut revenir à 2 serveurs. Et on a des cas chez certains clients où est-ce que ce niveau d'élasticité-là est absolument nécessaire. Je peux penser par exemple à un site Internet où est-ce que la pointe montre sur un événement externe. Quelqu'un offre la possibilité d'avoir le contenu, l'information, la publicité, par exemple à la télévision, et en 5, 10, 15, 20 minutes, la pointe monte à 100% et redescend. C'est aussi, bien entendu, les virtualisations, et c'est aussi le libre service. Et enfin, c'est l'accès universel. Accès universel, pourquoi? C'est que les réseaux, maintenant, permettent d'avoir une bande passante où est-ce que la localisation du service, des serveurs, des systèmes est beaucoup moins importante qu'avant. Il y a plusieurs modèles en nuage, c'est-à-dire il y a plusieurs modèles de ce qu'on offre dans un nuage. Par exemple, on peut offrir tout simplement l'infrastructure, des serveurs.
On peut offrir la plateforme, des banques de données, des serveurs web, et ainsi de suite. On peut offrir le logiciel ou le service, le courriel, des systèmes CRM, et ainsi de suite. Et on peut offrir le processus d'affaires complet en nuage. Donc, pour une entreprise, certains systèmes sont encore privés à la maison, certaines parties du processus d'affaires sont dans le nuage, et d'autres parties du processus d'affaires retournent à la maison. Je pense à des choses aussi simples que la paye, les feuilles de temps, les comptes de dépenses, et ainsi de suite, ont une grande tendance à aller vers le nuage. Comment est-ce que c'est déployé? Et nouveau, ça peut être privé, chez vous, chez votre technologie, ça peut être public, mais on voit une tendance qui commence à poindre, c'est la notion de nuage communautaire. C'est un nuage commun entre plusieurs entreprises qui ont les mêmes besoins, et en particulier les mêmes besoins de sécurité. Et enfin, il y a la notion de nuage hybride, c'est-à-dire une partie n'est pas réellement en nuage, ou une partie est privée, et si la charge monte d'une manière importante, une partie de la charge s'en va dans le nuage public. Pourquoi c'est important en sécurité? C'est qu'essentiellement, si je regarde toutes les méthodes d'implantation, privé géré par un fournisseur, privé hébergé par un fournisseur, public entreprise et public grand usager, les possibilités d'implanter une sécurité ou les possibilités d'ajuster une sécurité à vos besoins sont différentes. Si je commence par la gauche, essentiellement, dans un nuage privé ou privé géré, vous avez le contrôle complet de la sécurité. Vous pouvez définir vos normes, vos pratiques. Si je vais un peu plus vers la droite, nuage communautaire ou sécurité d'entreprise, c'est réellement défini par le contrat. N'est pas un usager, il est avec une entreprise. Et parce que le contrat est d'entreprise à entreprise, il y a possibilité de négocier des besoins en sécurité. Mais si je vais à droite complètement, nuage public, grand public usager, essentiellement, si j'ai un nom et une carte de crédit, je peux aller au nuage. À ce moment-là, les possibilités d'implanter une sécurité sont différentes. Et ça amène aussi d'autres problèmes. Essentiellement, Joe Hacker, avec une carte de crédit volée, peut essentiellement aller à droite, mais peut aller beaucoup plus difficilement au milieu et à gauche. C'est une question d'économie d'échelle. L'infrastructure du nuage grand public a été optimisée pour un très grand nombre de petits intervenants. Et les changements possibles à cette infrastructure-là pour avoir des besoins de sécurité est beaucoup plus difficile que si je vais au nuage privé ou au nuage privé hébergé. Pourquoi les gens parlent de nuage? Parce que dès qu'on parle de sécurité, on va parler de risque et on va parler de besoin d'affaires. Sécurité en soi, en isolé, n'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. C'est toujours une question de gestion du risque. 77% des gens veulent réduire leurs coûts. 72% des gens veulent rentabiliser et augmenter la vélocité des systèmes. Et enfin, fiabilité, qui est quand même une composante de sécurité, 50% des gens veulent améliorer leur fiabilité. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de sécurité? C'est essentiellement, quand on implante la sécurité, il ne faut pas aller jusqu'à un point où est-ce qu'on ne peut plus matérialiser les bénéfices. Il y a un choix à faire du point de vue architecture. C'est essentiellement, est-ce qu'il est possible d'implanter une sécurité raisonnable et matérialiser les bénéfices, ou est-ce qu'il n'est pas possible d'implanter une sécurité raisonnable et oublier les bénéfices qui viennent avec l'info nuagique? Et l'info nuagique n'est pas sans ses problèmes. Tout dernièrement, il y a eu des questions de sécurité avec Google à Los Angeles. Los Angeles ayant mis le système de courriel de toute l'infrastructure gouvernementale en info nuagique. Et il y a eu des questions du point de vue de la police à Los Angeles sur est-ce que les données sont assez sécurisées? Est-ce que les données nominatives, est-ce que les données confidentielles sont protégées?
Il y a eu des pannes. Il y a eu des questions de qui est responsable et qui va payer s'il y a une panne, s'il y a un problème de sécurité. Tout ça, dans le nuage, présentement, sont des sujets qui ne sont pas réglés. C'est des sujets sur lesquels tout le monde se penche du point de vue architecture, du point de vue méthodologie et du point de vue légal. Mais le point de vue légal, j'y touche pas. Essentiellement, et là ici je parle de nuage public, 80% des gens disent que l'inhibiteur numéro 1, c'est la sécurité. Et ce qui est intéressant quand on creuse un petit peu, ce n'est pas que le système n'est pas sécuritaire, c'est l'incertitude sur la sécurité. C'est la capacité d'auditer et de prouver la sécurité dans le nuage. 48% sont sur la fiabilité et enfin 33% sur la réglementation, qui est essentiellement une manière de dire quels sont les critères de sécurité dont j'ai besoin. Si je le reprends d'une autre manière, par IDC, sécurité, performance, disponibilité, toujours là. Intégration avec les systèmes maison devient intéressant. Intégration technique, mais aussi intégration de sécurité dans le sens authentification commune, dans le sens validation des règles, dans le sens connaissance et gouvernance des systèmes. Il y a plusieurs intervenants dès qu'on parle de nuage. Et l'intervenant numéro 1, c'est vous, le consommateur. Essentiellement, vous êtes responsable des règles de sécurité. Vous êtes l'intervenant final qui détermine quelles sont les règles de sécurité. Il y a l'agrégateur, parce qu'un nuage étant délocalisé, il peut y avoir plusieurs systèmes qui se connectent ensemble pour offrir un service, qui, lui, est responsable de vous fournir le service au niveau de sécurité que vous voulez atteindre. Et il y a enfin les fournisseurs. Un point intéressant est, à droite complètement, les gens qui définissent la réglementation ou les gens qui définissent les lois. Une des questions qu'on me pose souvent dès que je parle de nuage public, c'est « oui, mais ». Les gens qui implantent la loi, la police, peuvent aller voir les données dans le nuage public. Tant que le système est homogène, c'est-à-dire qu'il est soumis aux mêmes lois, il n'y a pas réellement de différence entre public et privé. Ils peuvent aussi aller chez vous, aller chercher des données. Ils peuvent aller chez votre fournisseur, aller chercher des données, et vous êtes tous soumis aux mêmes lois. La difficulté intervient quand il y a plusieurs réglementations ou quand le système est tellement délocalisé que plusieurs lois s'appliquent. Le cas dont on parle le plus souvent, c'est avoir des données au Canada ou avoir des données aux États-Unis. Au Canada, les lois du Canada s'appliquent et ne sont pas différentes, essentiellement, entre un fournisseur de nuages au Canada et une entreprise privée au Canada. Mais aux États-Unis, ils ont le Patriot Act, qui dit essentiellement les Américains ont le droit de regarder vos données et de ne pas vous en avertir, ce qui est un problème. Il y a peu de fournisseurs de nuages au Canada. La plupart, Google a un site à Toronto qui a des nuages. Microsoft, Amazon sont tous aux États-Unis ou en Europe. IBM a implanté le nuage au Canada. Donc, on en a deux majeurs. Si c'est une question pour vous, ça devient intéressant. Mais le point majeur est la réglementation ne change pas si vous êtes homogène. Il peut y avoir des réglementations qui sont des lois et il peut y avoir des réglementations qui sont des normes. Ce que je pense surtout, c'est la loi d'accès à l'information dans la santé au Québec. La bien nommée qui dit essentiellement que les données sur un patient ne peuvent pas sortir d'un hôpital ou ce qui est légalement défini comme un hôpital. Tant que cette loi-là est en vigueur, il n'est pas possible de faire un nuage pour la santé au Québec.
Quand on parle de sécurité, comme je disais tout à l'heure, c'est essentiellement une définition du risque pour un besoin d'affaires. C'est-à-dire, on dit toujours le meilleur serveur en sécurité, c'est celui qui n'est pas connecté, qui n'a pas de pouvoir et qui est encore dans sa boîte. Ça ne donne pas beaucoup de facilité pour traiter de l'information. Donc, c'est toujours une question de risque. La question réelle en sécurité est, est-ce que le risque est suffisamment mitigé? Est-ce que le risque, que ce soit en nuage ou que ce soit en privé, est contrôlé? Et c'est ça le message pour l'info nuagique. Quand on parle de sécurité, on parle de politique, de principes et de méthodes d'implantation de sécurité. Les politiques, les principes sont alignés avec la réglementation, sont alignés avec la valeur de la sécurité pour l'entreprise et changent très peu. Ce qui change, c'est la manière de l'implanter. Ce qui change, c'est par exemple la définition de vos firewalls ou votre fournisseur de firewall, la définition de vos banques de données, la manière dont vous contrôlez vos banques de données. Et ça peut être implanté en nuage si la sécurité est suffisante. Alors, dynamiquement, la vraie question est, est-ce que je peux implanter une gouvernance de sécurité dans un nuage public, dans un nuage communautaire ou dans un nuage privé? On va tout de suite éliminer le nuage privé. Essentiellement, vous avez le plein contrôle, donc oui, vous pouvez implanter une sécurité. La vraie question, ce n'est pas une question technologique. La vraie question est en qui j'ai confiance. Quand vous êtes dans le privé, vous savez qui fait quoi. Vous savez où sont des données. Vous savez qui a les contrôles. Je ne dis pas que vous avez une meilleure sécurité. Vous pouvez avoir une sécurité très faible dans un système privé, mais vous le savez, ou vous devriez le savoir. Dans le public, la question à poser, c'est où sont les données? Est-ce que votre fournisseur de nuages peut changer la localisation des données sans vous en avertir? Ou comment les sauvegardes sont faites? Comment la fiabilité sont faites? Comment le contrôle du personnel qui contrôle le nuage est fait? Comment le contrôle des centres de calcul physiques du nuage est fait? Essentiellement, comment est-ce que je peux établir un lien de confiance avec mon fournisseur de nuages et comment est-ce que je peux, dans les paroles de Reagan, « trust but verify », avoir une auditabilité forte entre le privé et le nuage. Et c'est ça la question. Un exemple est le multi-hébergement. Et ici, j'ai pris une banque de données comme exemple, mais le même principe s'applique aux serveurs, le même principe s'applique au réseau, le même principe s'applique aux méthodes d'accès. Si j'ai une banque de données où est-ce que tous mes usagers sont dans la même instance, même table, même modèle, essentiellement, je me fie que l'application de mon fournisseur de nuages fournit la sécurité. Et essentiellement, ceci est le cas Salesforce.com. Si j'ai une banque de données qui a plusieurs schémas, dans plusieurs instances, donc les données sont ségrégées, ce que je dis réellement, c'est le fournisseur de la banque de données garantit l'implantation et le fournisseur du nuage vérifie que la banque de données qu'ils emploient actuellement remplit les besoins en sécurité. Pour aller à même serveur, plusieurs banques de données, et là j'ai changé le point de contrôle à l'OS. Pour aller à plusieurs serveurs, plusieurs banques de données, j'ai changé le point de contrôle à l'hypervisor. Ceci est un exemple de banque de données, mais essentiellement, on peut dire la même chose pour le réseau interne. On peut dire la même chose pour les logiciels attenants, les backups et ainsi de suite. Et pour le physique, les SAN, les serveurs de ce monde. La question ici est, quel est le modèle que j'emploie et quel modèle s'applique le mieux à la sécurité que vous voulez atteindre? La sécurité n'est jamais absolue, la sécurité a toujours une cible, et c'est vous qui la définissez, quelle est la cible que vous voulez atteindre. Essentiellement, aujourd'hui, dans tous fournisseurs confondus, les nuages publics n'ont pas
l'ouverture, ou non pas les API, ou non pas les méthodes d'accès pour que vous puissiez vérifier que la sécurité est actuellement implantée. Ils ont les API pour que vous puissiez demander un certain niveau de sécurité, l'encryption sur le disque, les certificats d'accès, l'isolation des réseaux, et ainsi de suite. Tout ça, ils l'ont. Si c'est suffisant pour vous, il n'y a pas de problème dans le nuage, ce que j'appelle 1.0 actuel. Et qu'est-ce qu'on voit là, surtout? Les données le moins sensibles, les données non nominatives, les environnements de test, les environnements à haute charge ou les environnements publics. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on parle de sécurité si, à la fin de l'histoire, c'est un site web où est-ce que tout le monde peut l'accéder? Il y a une tendance vers le nuage 2.0, qui est une tendance lourde qui va arriver dans d'un an ou 2 ans. Le nuage 2.0 rend possible la gouvernance commune. Ils ont les API, ils ont les méthodes, ils ont les méthodologies, ils ont l'architecture pour permettre de vérifier et de s'entendre sur des règles de sécurité intégrées avec votre entreprise. Et c'est là qu'on va parler de données confidentielles du point de vue réglementation. Alors, présentement, on est à 1.0, 1.5. Dans 2 ans, on va être à 2. Qui va être responsable dans le nuage 2.0 de l'implantation? Ça dépend du type de nuage que vous allez avoir. Ça va être ou bien dans les processus d'affaires, surtout le fournisseur, peu le client. Le client définit ce qu'il a besoin, le fournisseur implante ce qu'il a besoin. Pour aller, par exemple, à plateforme, moitié-moitié, ou infrastructure, le client définit toute l'implantation de sécurité. Parce que dans l'infrastructure, ce qu'on fournit, c'est un serveur. Comment est-ce que vous voulez implanter le serveur? Quelles sont les règles de sécurité sur les mots de passe administratifs, par exemple, que vous voulez implanter? C'est sous votre contrôle. Quand vous implantez une plateforme, le choix de la banque de données est un bon exemple. Le fournisseur choisit une banque de données. Le fournisseur implante une banque de données et a ses propres règles de mots de passe d'administrateur. Mais les règles de mots de passe d'usager sont à vous. Et ainsi de suite au travers du continuum. Donc, ce qui est important, c'est de bien voir qu'il n'y a pas un problème de sécurité, il y a plusieurs méthodes de sécurité dépendant de ce que vous voulez faire. Quand je disais nuage 2.0, ceci vient du Infrastructure Executive Council, et ce qu'ils ont posé comme question, c'était essentiellement quels sont vos plus grands problèmes en sécurité et quand pensez-vous que ça va être réglé? Et les plus grands problèmes, c'est la définition des besoins et la gouvernance. La gouvernance est... Bon, je l'avais il y a 2 secondes. La sécurité physique, l'allocation des données, la gouvernance, la voilà. La sécurité physique, la définition des données et les problèmes légaux. Est-ce qu'il va y avoir de jurisprudence? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui a actuellement testé le problème légal et l'a réglé? Ce qui est intéressant, c'est que tous les problèmes sont connus, tous les problèmes sont communs, et la plupart des gens disent 2013, 2014, les problèmes seront réglables à votre demande. Un exemple intéressant, c'est le gouvernement fédéral américain. Il est arrivé la même chose au gouvernement fédéral américain qui est arrivé au début de la virtualisation. Au début de la virtualisation, ce que les architectes se posaient comme question, c'est pourquoi virtualiser? À la fin de la virtualisation, les architectes se posent la question, pourquoi ne pas virtualiser? Le mandat du gouvernement fédéral américain est, quand il y a un nouveau système qui s'implante, prouvez-moi que ça ne se virtualise pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont implanté un nuage semi-privé, un nuage communautaire, avec des règles de sécurité qui s'appliquent au gouvernement américain, avec plusieurs fournisseurs interopérables. Et bien entendu, IBM est dans la communauté des nuages.
Donc, c'est faisable. C'est faisable à grande échelle. Il faut juste ne pas oublier les problèmes de sécurité et il faut juste implanter les bonnes normes de gouvernance en sécurité. En conclusion, l'info nuagique est là pour rester. Quel que ce soit son nom, quelle que soit sa forme, quelle que soit la méthodologie, quelle que soit l'architecture, les avantages sont trop grands. Elle va être là et il va y avoir des besoins. Les implantations d'info nuagique diffèrent par fournisseur et au premier niveau, qu'est-ce qu'on a cette année? Il n'y a pas tous les API, toutes les techniques pour avoir une sécurité complète, auditable, mesurable du point de vue gouvernance. Et dépendant du fournisseur et dépendant du style de fournisseur, grand public, entreprise, ainsi de suite, le niveau de flexibilité dans l'implantation d'une sécurité maison diffère. Donc, il faut en tenir compte. Essentiellement, les prochaines générations vont régler le problème. Et quand je dis les prochaines générations, je ne parle pas de 10 ans, je parle de 1 an, 2 ans. La question pour vous est réellement, pouvez-vous passer à côté du nuage pour des questions de sécurité? L'implantation du nuage d'entreprise ne se fait pas en 2 mois. L'implantation du nuage d'entreprise se fait en 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça se fait par projet pilote, ça se fait par projet porteur, et ainsi de suite, une implantation à grande étendue. Essentiellement, vous devez commencer à travailler dans le nuage maintenant, sachant que la sécurité va être réglée dans un horizon assez court. Ceci est ce qu'on pense de la sécurité dans le nuage, et je serais très intéressé à entendre vos questions et vos commentaires. Oui? Pouvez-vous aller au micro pour les gens qui sont à distance? Bonjour. Quand vous disiez, on a en fait 2 fournisseurs de systèmes de cloud au Canada, dans les majeurs, là, IBM et Google. Oui. Avec une référence au DCMA avant ça, c'était ma compréhension que Google et Microsoft, entre autres, ont dit que toute compagnie qui est une compagnie américaine se voit imposer les règles du DCMA, même si le centre de données est à l'extérieur des États-Unis. Donc, ça ne changera absolument rien que les données soient aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Si c'est une entreprise qui est son siège social aux États-Unis, elle est attachée par le DCMA. Et c'est vrai que Google et Microsoft ont dit ça. Particularité légale, IBM Canada est une entité séparée d'IBM États-Unis. Elle est owned à 100% par IBM États-Unis. Donc, je n'irai pas dans le point légal, mais il est possible, et je vais vérifier ce point-là pour vous, que ça ne s'applique pas. Mais c'est un point important. Il faut savoir d'où vient la compagnie et votre fournisseur, et il faut savoir à quelle loi ils sont assujettis. Autre question, autre commentaire? Oui? Alors, je vous remercie de votre temps et je vais être autour s'il y a d'autres questions à répondre. Merci.